Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire qui traitera aujourd'hui de la gestion positive de l'absentisme. C'est déjà bizarre, hein, ça, gestion positive et absentisme dans la même phrase. Eh bien, je suis certain qu'on va découvrir de belles surprises ensemble, comme dans nos webinaires précédents, que je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller revisionner. On est parti pour 1 heure ensemble et vous vous souvenez probablement que Happiness Consult, c'est une société dans laquelle on fait plein de choses, notamment des formations en présentiel, formations intra et inter, du coaching, du shadowing. La différence entre les deux, c'est que le shadowing, c'est du coaching in situ. On va coacher les gens sur leur lieu de travail. On donne évidemment des conseils en management et on fait quelques conférences. On a pour ça à disposition 22 partenaires super motivés qui travaillent avec et pour nous. Et également Rosetta et Johan qui sont deux franchisés qui font du boulot extraordinaire dans les zones différentes en Belgique et probablement bientôt au Luxembourg et dans le nord de la France. On fait aussi parallèlement à ça du digital. On donne de l'e-learning, du micro-learning. Différence entre les deux, c'est 2 minutes pour le micro-learning, vraiment des petits moments dans lesquels on peut apprendre vite et bien. Des séquences complètes d'e-learning que vous pouvez découvrir sur notre site internet sous la bannière e-learning. Et puis on fait des webinaires comme celui-ci, des ateliers interactifs et on prépare un podcast de Derrière les fagots. Sachez aussi qu'on a un beau projet RSE parce que si aujourd'hui on a de la chance d'avoir une activité qui fonctionne bien, on a envie d'en faire profiter un maximum de monde et notamment la nature. On fait beaucoup de kilomètres et on compense ça en plantant des arbres dans notre beau jardin, un peu plus grand qu'un jardin d'ailleurs. Vous y êtes le bienvenu quand vous voulez. Ce webinaire, je vous le souhaite, sympa, motivant, avec de l'envie d'essayer quelque chose. Et on sait que le sujet de l'absentisme, c'est un sujet touchy, extrêmement délicat, parce que parler d'absentisme, comment on fait? J'étais encore tout à l'heure dans une entreprise avec des gens qui me disent, quoi, je peux quand même pas lui téléphoner, je peux quand même pas lui demander ce qu'il a. Non, vous ne pouvez pas lui demander ce qu'il a. Par contre, on va voir ensemble des clés pour parler positivement de l'absentisme et le gérer de manière confortable, d'abord pour le manager et aussi pour le manager. C'est parti. Ce que je vais vous demander, c'est d'être extrêmement curieux. Curieux de vous dire, tiens, est-ce que c'est possible? Et je vous disais tout à l'heure, absentisme est positif. Est-ce que c'est possible? D'abord, je vous dis une petite chose, hein. Oui, les résultats qu'on obtient en gestion positive de l'absentisme sont juste merveilleux. C'est un des sujets sur lesquels les résultats sont les plus rapides et les plus durables. Et votre curiosité, j'aimerais tout simplement l'éveiller avec, dans un premier temps, quelques chiffres. Vous savez qu'on est en Belgique, francophone nous, mais on parle beaucoup aussi avec la partie flamande du pays. Les chiffres que je vais vous donner concernent l'ensemble de la Belgique et notamment depuis une loi qui a été édictée en Belgique où aujourd'hui on n'est plus obligé de prendre un certificat médical, de se faire couvrir par un certificat pour moins de 3 jours d'absence sur l'année. Ça a eu un impact terrible, on jette un œil ensemble là-dessus. Petit chiffre qui, moi, continue à me désespérer, à m'interloquer, en tout cas à m'interpeller. 10% des jours de travail dans le secteur privé sont perdus en raison de la maladie. Vous vous rendez compte? 10% de votre potentiel de travail est tout simplement perdu à cause de l'addition des jours d'absence. Et on verra bien tout à l'heure la différence entre l'absentéisme, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas. Mais tout simplement 10%. Vous savez dire qu'aujourd'hui, 100% de l'activité que vous menez dans votre entreprise est couverte, est faite par 90% du personnel seulement. Ça veut dire que l'impact des absences sur les présents est également énorme. Vous voyez aussi les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Vous voyez le graphique. Hein. Vous voyez qu'en rouge, on voit l'absentéisme à moins d'un an, à plus d'un an, pardon. En bleu clair, on voit l'absentéisme entre 1 mois et 1 an. Et la ligne la plus foncée, en mauve foncé, c'est l'absentéisme de 0 à 1 mois. Je vous rappelle, 0 à 1 mois, courte durée. 1 mois à 1 an, moyenne durée. Plus d'un an, longue durée. On voit que le Covid a eu un impact pour la diminution de l'absentéisme aux alentours des années 2020-2021.
Depuis, en fait, ça ne fait que progresser et c'est la raison pour laquelle l'État fédéral s'inquiète un petit peu en disant c'est énorme l'impact que ça peut avoir, d'abord sur la sécurité sociale, puisque certaines personnes avec l'absentéisme à moyen terme tombent dans une situation où ils sont couverts par la sécurité sociale, et aussi sur les entreprises, puisque quand vous avez des gens absents, c'est beaucoup plus compliqué à gérer pour les gens qui sont présents. Un chiffre aussi, depuis qu'on a installé cette nouvelle norme de il n'y a plus besoin de certificat médical pour moins de 3 jours d'absence, eh bien, on a une augmentation des courtes durées de 30,4% dans les entreprises où le certificat médical a été supprimé. Donc c'est complètement dingue, 3 fois plus que dans les entreprises dans lesquelles le certificat n'a pas été supprimé. Donc c'était probablement une nécessité parce que les médecins étaient submergés, mais en termes de résultats sur l'absentéisme, c'est juste une catastrophe. Petit chiffre complémentaire, 16% des travailleurs sont fréquemment absents. C'est une augmentation constante. Ça veut dire que ceux qui sont absents le sont plus souvent qu'auparavant. Plus souvent et plus longtemps. Et vous allez voir qu'à contrario, il y a un chiffre plutôt rassurant à propos de ceux qui ne le sont jamais. Mais en tout cas, augmentation de la fréquence des gens qui sont absents et aussi de la durée de leur absence. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de l'impact du certificat médical moins de 3 jours, là où pas de certificat. La ligne rouge, c'est dans les entreprises de plus de 50 personnes. La ligne foncée, c'est dans les entreprises de moins de 50. On se rend compte que cet impact négatif, il est surtout valable dans les grandes entreprises où on se connaît moins bien, où on passe un peu inaperçu, on passe entre les mailles du filet, alors que dans les petites dans lesquelles on sait qu'on est très visible, que l'absence est directement repérée et que l'impact en est très important, là on voit que l'impact est moins important que dans les grandes. Est-ce que vous saviez qu'un salarié belge s'absente en moyenne 21,6 jours par an pour cause de maladie? Moi, ça me paraît juste gigantesque. C'est plus que les vacances. 21,6 jours. Encore une fois, c'est une moyenne, puisque évidemment, ça compte tous les gens qui sont absents depuis 4, 5, 6, 7 ans et qui ne sont pas revenus, et qui eux sont 100% de leur temps, 365 jours par an, enfin évidemment hors les week-ends, qui sont absents, et puis tous les autres qui ne le sont jamais, donc en moyenne 21,6 jours. Vous imaginez ce que ça représente sur la productivité des entreprises. Une chose qui, moi, me surprend, la plus forte augmentation des absences au travail pour cause de maladie est surtout dans la tranche 25-34 ans. On croirait souvent que c'est les tranches les plus âgées qui sont impactées par la maladie. C'est pas vrai. En tout cas, pas dans tous les publics. Dans le public ouvrier, c'est aussi vrai. Mais la tranche qui est la plus impactée par les absences de moyenne durée, c'est 25-34 ans. Ils sont extrêmement fragiles et on verra probablement dans le webinaire plus tard les raisons qui poussent cette tranche d'âge à être un peu en difficulté pour l'instant. Bonne nouvelle, alors ça c'est un peu étonnant par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, il y a moins de travailleurs absents. Ça veut dire aussi que puisque ceux qui sont absents le sont plus souvent et plus longtemps, il y a aussi une tranche de la population qui n'est jamais absente et elle augmente. Ok? Donc ça c'est quand même plutôt bon signe. Mais en même temps, ceux-là sont terriblement impactés par les absences des autres. Ça pourrait créer une espèce de distorsion dans les entreprises entre ce qu'on appellerait les gens fiables qui sont jamais absents et puis tous ceux qui le sont fréquemment et longtemps. En sachant que vous allez voir que mon ambition n'est certainement pas de faire la chasse aux malades, mais bien de travailler sur l'absentéisme et rien d'autre. L'absentéisme. Les intentions que vous allez devoir avoir pour gérer positivement cet absentéisme, ça me semble vraiment très très important. Si vous faites la chasse aux sorcières, c'est foutu d'avance. Si vous voulez un contrôle extrêmement ferme en disant « moi c'est comme ça » et l'absentéisme craque dedans, on sait que ça ne marche pas. Les résultats, c'est qu'aujourd'hui, 97% des contrôles médicaux donnent 0% de reprise. Donc en fait, il va falloir, et c'est au grand désespoir de temps en temps des gens qui s'occupent des médecins contrôle, mais fondamentalement, il va falloir revoir notre manière de traiter l'absentéisme et probablement à la base pour couper, avant que l'absentéisme n'arrive, toutes les racines de ce mal profond qui impacte très 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 fort vos entreprises. Qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs. On avait tendance à dire par le passé, oui, mais dans le public c'est pire que dans le privé. Sachez qu'aujourd'hui les chiffres se rejoignent, les courbes sont plutôt similaires et il y a vraiment plus de grande différence entre le public et le privé. Ma première intention,
et celle que je veux partager avec vous, que je vous demande d'endosser. Vous n'êtes pas là, je ne suis pas là pour faire la chasse aux malades. J'ai plein respect pour les gens qui produisent le meilleur d'eux-mêmes et qui un beau jour attrapent une maladie et tout simplement ne savent pas venir travailler. Ok? Ce sont les vrais malades. Et la seule chose que j'ai envie de leur dire à eux, c'est comment vas-tu? Tu nous manques. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de toi? Vraiment, un maximum d'empathie pour les gens qui sont malades et qui n'en peuvent juste rien. La maladie, d'ailleurs, ça vous tombe dessus. A contrario, si la maladie, ça vous tombe dessus, l'absence, c'est plutôt un choix. J'en ferai la démonstration tout à l'heure. La deuxième intention que j'ai, je veux comprendre les causes de l'absence et trouver avec la personne des solutions, pas contre elle, avec elle des solutions. Donc ça me semble important de différencier maintenant maladie et absentéisme. En fait, quand je vous disais tantôt la maladie où ça vous tombe dessus, ben vous choisissez pas quoi. Mais qui parmi vous a déjà été au boulot en sachant que s'il allait chez son médecin, il aurait probablement 2 ou 3 jours de couverture par un certificat médical? Ben, la toute grande majorité d'entre vous qui suivez ce webinaire, j'en suis persuadé. Cela veut dire que ce jour-là, vous avez été chez votre employeur plutôt que d'aller chez le médecin, vous avez fait le choix d'aller travailler. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui a influencé votre choix? Alors les facteurs d'influence, ils sont nombreux, mais par exemple, j'ai pas envie de mettre mes collègues en difficulté, je trouverais pas ça sympa parce que je me suis engagé par rapport à eux, ben, ma boîte, c'est quelque chose à laquelle je tiens, et moi j'ai envie aussi à un moment de pouvoir prester. Oh, tu te rends pas compte, si je suis absent, moi j'ai 200 mails quand je reviens, un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, vous faites plutôt le choix de la présence que le choix de l'absence. Mais tiens, mais ceux qui font le choix de l'absence alors, pour quelles raisons font-ils le choix de l'absence? Et c'est là que je veux comprendre les causes. C'est là que je veux savoir pour quelles raisons fais-tu le choix d'aller plutôt chez ton médecin que de venir au boulot, alors que tu es capable de venir. Troisième intention que j'ai à vous diffuser. Je veux aborder le sujet confortablement et respectueusement avec l'ensemble de mes équipes. Et je voudrais d'ailleurs que ce soit une intention de l'ensemble des N+1 dans n'importe quelle société. Oui, je peux parler d'absentéisme et je voudrais pouvoir aborder le sujet de manière très confortable, sans tabou, mais en respectant aussi la législation. Je ne peux par exemple pas dire à quelqu'un qu'est-ce que tu as, quelle est ta maladie? Est-ce que ça va mieux, ta dépression? Non, c'est interdit par la loi, c'est du domaine du privé. Et si la personne n'en parle pas ou refuse d'en parler, mon plus profond respect, c'est de ne pas aborder la question de la maladie. D'ailleurs, vous n'êtes ni médecin ni moi non plus, je ne suis pas médecin ni neuropsychologue, mais par contre, je suis manager. Et donc, leur absence a un impact sur l'équipe, sur moi, sur le travail, sur notre entreprise. Et donc, c'est important que je puisse aborder le sujet avec les personnes. Quatrième intention. Je sais que l'absentéisme, c'est pas une fatalité. Et je peux vous dire que, en fait, vous devez vous en occuper. D'ailleurs, aujourd'hui, l'État fédéral dit l'entreprise doit mettre tout en œuvre pour réintégrer les personnes qui sont absentes et elle doit en faire la preuve. Et d'un autre côté, ben, les collaborateurs qui sont absents doivent montrer aussi un maximum de bonne volonté pour prouver qu'ils ne sont pas opposés à une reprise dans des conditions qui soient optimales. Et donc, c'est pas une fatalité. Je vous donne quand même déjà une petite consigne. Déjà, dire qu'on va faire quelque chose pour lutter positivement contre l'absentéisme en entreprise diminue l'absentéisme. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose et que vous le faites, ça a un impact direct sur l'absentéisme. Petite chose aussi, toutes les entreprises dans lesquelles on met en œuvre une politique de lutte positive contre l'absentéisme obtiennent des résultats très impactants sur la diminution de l'absentéisme et pas en faisant peur aux gens, non, tout simplement en les accompagnant sur les conditions de travail. Alors, jetons un petit coup d'œil ensemble sur les causes principales de cet absentéisme. Bah, vous en avez quelques-unes en tête, j'imagine. La famille, la dureté du travail, les horaires, enfin, tout ça, c'est des choses principales. Les causes principales, je vous propose tout simplement de les détailler. Vous avez vu que je les ai détaillées en 3 parties. La partie personnelle, la partie risques psychosociaux et organisationnels, et plutôt les facteurs professionnels. Et alors, si vous jetez un petit coup d'œil, une chose qui pourrait vous choquer, c'est que j'ai mis, par exemple, troubles musculo-squelettiques dans personnel. Bah oui, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres au stress, aux troubles musculo-squelettiques. Vous voyez aussi un truc bizarre, décès d'un proche se trouve dans personnel et dans professionnel.
Oui, je pourrais être impacté parce que j'ai tout simplement un proche dans ma famille qui est décédé, mais j'ai connu quelqu'un qui m'a expliqué qu'en fait, son collègue était décédé au travail et que lui, depuis ce jour-là, il savait plus revenir parce que chaque fois qu'il rentrait dans l'entreprise, il voyait la situation, il avait été d'ailleurs très très impacté personnellement et que c'était devenu juste impossible de retrouver ce cadre-là dans lequel il avait vu son collègue décédé. Si on jette un petit coup d'œil complémentaire sur les facteurs personnels, bah, difficultés sociales, on a tous des difficultés dans la vie, certains ont plus de chances que d'autres, bah oui, on peut se considérer comme heureux si on n'a pas ces problèmes-là. Des accidents de travail passés peuvent continuer à avoir un impact personnel sur moi. Le burn-out, c'est un vrai facteur impactant, terriblement impactant. Est-ce qu'il est lié aux risques psychosociaux? De temps en temps, il y a parfois des frontières qui sont très ténues entre les facteurs personnels et psychosociaux. Des problèmes familiaux, des maladies mentales, le stress, j'en passe et des meilleurs. Je tends un petit coup d'œil sur les risques et les facteurs psychosociaux et organisationnels. Ben, le climat de travail, le manque de reconnaissance, les horaires de travail, la charge de travail, le manque d'autonomie, l'insécurité professionnelle. Quand je vois des gens qui passent de contrat d'intérim à CDD et qu'on ne sait jamais s'ils travailleront encore le lendemain, oui, c'est probablement quelque chose qui est très, très amusant et rassurant pour les personnes qui y sont confrontées. Je prends la question du climat de travail. Vous savez qu'aujourd'hui, la relation entre collègues et la relation avec son manager lorsque vous avez un certificat avec problèmes psychologiques, déprime, difficultés, des bases de motivation, 85% sont liés aux relations de travail. Relations avec mon chef direct, relations avec mes collègues. C'est terriblement impactant et c'est un des critères les plus importants en termes d'absentéisme. Et puis il y a évidemment les facteurs professionnels, les mauvaises relations au travail, le harcèlement. Ouais, on en connaît des situations de harcèlement. C'est juste inacceptable et c'est votre job de mettre tout en œuvre pour que ça ne se produise pas dans l'entreprise. Les horaires, les pauses, surtout pour les personnes qui sont plutôt plus âgées, hein, continuer à faire les pauses, c'est pas si simple. Ou bien les déplacements de pause. Moi j'aimais bien faire la nuit, mais là on m'oblige à faire la journée. J'ai rien demandé à cela. Les conditions de travail entendues au sens large. Les maladies chroniques, le bruit, la pollution. On connaît tous évidemment Eternit et ce qu'il a généré d'ailleurs comme impact terrible sur les gens. Donc aujourd'hui, il est évident que les facteurs sont multiples et que nous devons être tout simplement extrêmement à l'écoute avec les oreilles grandes ouvertes pour essayer de détecter tous ces facteurs qui peuvent impacter l'absentéisme. Un petit rappel. C'est quoi l'absentéisme? L'absentéisme, c'est toute absence qui aurait pu être évitée par une prévention suffisamment précoce des facteurs de dégradation des conditions de travail, entendus au sens large. Donc en fait, ce n'est pas les congés de maternité, ce n'est pas les accidents de travail, ce n'est pas les congés annuels. L'absentéisme, c'est ce qui est couvert par un certificat médical et dont une des causes aurait pu être évitée si on avait prévenu suffisamment tôt les facteurs de risque de dégradation des conditions de travail. Et on entend par là charge physique, mentale, organisation, contrainte de temps, qualité de la relation, blablabla, bla bla bla, j'en passe et des meilleurs. Il est donc de la responsabilité de l'entreprise et donc de son management direct d'essayer de prouver, de faire tout ce qu'elle peut pour que les choses aient été prévenues et pour éviter la dégradation des conditions de travail. C'est la responsabilité de l'entreprise de mettre tout en œuvre et aujourd'hui, en plus, l'État fédéral nous le dit, de le prouver. Montrez-moi ce que vous avez fait pour prévenir l'absentéisme. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose et pas simplement se contenter de regarder les chiffres en disant oh, c'est dramatique, ça augmente, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à ça? Oui, c'est de la responsabilité de l'entreprise. Petit élément complémentaire. Vous savez que le caractère légal ou illégal d'une absence, il est déterminé uniquement par la remise ou non d'un certificat médical. Si vous avez un certificat, vous êtes couvert légalement. Si vous n'avez pas de certificat, vous n'êtes pas dans la loi, hormis les 3 jours dont on a parlé tout à l'heure. Et si vous n'êtes pas dans la loi, pour moi, clairement, vous êtes hors du cadre et donc vous n'êtes pas payé. Alors, je vois encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui, quand les gens ne remettent pas de certificat, on dit « Oh, c'est pas grave, on va passer là-dessus ». Non, pour moi, c'est une absence non justifiée. Les absences non justifiées, c'est tout simplement absence de salaire aussi. Ça me paraît juste normal, moi, ça.
Si tu ne rentres pas dans les clous, bah pourquoi est-ce que moi, à un certain moment, j'assumerai ma partie? Maintenant, en dehors de ça, tous les gens qui respectent la légalité, c'est-à-dire qui fournissent leur certificat médical dans les temps déterminés par le règlement de travail et qui avertissent leur manager conformément à ce qui est annoncé dans le règlement de travail, sont dans la légalité. Et je ne pose donc pas la question de ta maladie, je ne suis pas médecin. Oui, mais à côté de ça, il y a la question de la légitimité. Et en fait, le caractère légal ou illégal, lui, ne renseigne pas sur la légitimité ou la cause de l'absence. Ça, je vais devoir essayer de creuser, essayer de m'interroger, essayer de comprendre à un certain moment pour quelles raisons les gens sont absents. Et je vous avais bien entendu, j'ai pas dit malade, pour quelles raisons les gens sont absents. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire et quel est le lien qu'il y a entre l'absence et le travail, puisque c'est là que vous allez devoir intervenir, et non pas sur tout ce qui se gère au niveau de la légalité. Ne remettez jamais un certificat en cause, ce serait complètement hors la loi. Mais posez la question de savoir, tiens, quel est le lien entre ton absence et le travail? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions et diminuer cet absentéisme? Ça, vous pouvez le faire, on est tout à fait dans la légalité. Petit rappel sur les types d'absentéisme. 4 types d'absentéisme, rose, blanc, gris, noir. Alors, je suis désolé, les couleurs, blanc, gris, noir, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus génial, mais c'est comme ça, au niveau du vocabulaire lié à l'absentéisme, c'est des termes qui sont génériques aujourd'hui. Commençons, si vous voulez bien, par l'absentéisme rose, parce que c'est le plus facile, tout simplement. C'est des gens hyper motivés, voire surmotivés, qui veulent absolument se montrer présents, même quand ils ne sont pas dans les conditions pour l'être. Ils sont terriblement malades, ils ont une tête comme un seau, ils ont une migraine pas possible, ou ils sont éventuellement en train de contaminer les autres, et ils viennent quand même travailler. Ben ceux-là, la seule chose que je dirais, c'est écoute, rentre chez toi. Parce qu'en fait, nous devons tout simplement nous montrer extrêmement prudents. Ça augmente, on le sait, l'insécurité dans les entreprises. Ça peut de temps en temps augmenter la pression sociale sur les autres. Non, quelqu'un qui vient au travail et qui n'est pas dans l'état de travailler, je le renvoie chez lui et je lui dis, va voir ton médecin. Moi, je préfère que tu reviennes quand tu es complètement guéri. Ça me semble vraiment important. Absentéisme rose, la parenthèse est fermée. Reste alors les 3 types d'absentéisme, blanc, gris et noir. Et vous voyez que je ne parle pas de maladie, hein. Absentéisme. L'absentéisme blanc, c'est quoi? C'est des gens qui ont un problème de santé démontrable et qui sont juste indiscutablement incapables de venir travailler. Quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital, qui vient d'avoir un accident de voiture, quelqu'un qui fait une crise de goutte, qui ne sait vraiment plus marcher, c'est compliqué. Alors pourtant, c'est peut-être pas grave, mais c'est compliqué. Est-ce qu'il est en capacité de venir travailler? Je ne pense pas. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il soit couvert par un certificat médical. Je ne m'occupe pas de mettre cela en question. C'est 20 à 25% des absences. Ceux-là, quand ils vont venir et quand on va parler d'absence avec eux, je vais me montrer extrêmement empathique. Comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te revoir. En fait, vous savez quoi? Ces personnes-là, elles ont besoin d'être reconnues. Et aussi, une des caractéristiques de cet absentéisme blanc, c'est que les gens se sentent coupables lorsqu'ils sont absents. Ils vous téléphonent en disant « Je suis vraiment désolé, j'avais pas envie de mettre mes collègues dans la difficulté et je vais revenir le plus tôt possible. » C'est des signes très clairs d'absentéisme blanc. À côté de ça, on a l'absentéisme gris et l'absentéisme noir. Et très souvent, on aborde les questions d'absentéisme par les gens qui sont dans l'absentéisme noir, qui sont les cas les plus difficiles. Je voudrais quand même vous dire, en fait, l'absentéisme noir, ça ne couvre que 5 à 10% de votre population. Donc si on commence tout simplement par la petite bout de la lorgnette, pour moi c'est un peu idiot, et en plus on commencerait par les cas les plus compliqués. C'est quoi l'absentéisme noir? C'est quelqu'un qui n'a rien et qui fait le choix délibéré d'aller chez son médecin pour obtenir un certificat et donc être exempté du travail. Alors on pourrait se dire, mais c'est quand même scandaleux, comment c'est possible que certains médecins donnent encore des certificats, blablabla. Oui, vous avez raison et vous savez quoi, ça continue à me choquer. Mais so what? Aujourd'hui, la concurrence médicale fait que c'est encore possible. Qu'il y a même certaines personnes qui téléphonent à leur médecin pour recevoir un certif et qu'ils le reçoivent par la poste ou qui l'ont affiché sur la porte du médecin et qui vont le chercher en fin de journée sans même avoir été visités. C'est comme ça. Mais c'est une toute petite frange, 5 à 10%. Et ceux-là, pour moi, on ne va pas discuter longtemps avec eux.
On va construire des dossiers, si on a la preuve qu'effectivement on tire sur la corde très longtemps, et au bout d'un moment, tombera le verdict qu'on ne sait plus travailler avec vous. Je vous rappelle quand même qu'en Belgique aujourd'hui, on ne peut pas se séparer de quelqu'un pour absentéisme, c'est illégal. Mais si quelqu'un tire sur la corde, vous n'êtes plus dans les conditions pour pouvoir fonctionner avec lui. Quand il a signé son contrat de travail, il s'est engagé à venir, il ne s'est pas engagé à rester chez lui. Et donc on pourrait à un certain moment faire état qu'il est impossible de continuer à fonctionner ensemble et donc rompre le contrat de travail parce que on n'a plus de capacité d'organisation et que donc la désorganisation est tellement grande qu'on ne sait plus faire confiance à cette personne. Petite parenthèse fermée là-bas aussi, 5 à 10% seulement. La grande majorité, c'est 65 à 75%. C'est l'absentéisme gris. C'est des gens qui ont un petit quelque chose et qui font le choix de ne pas venir. Je vous disais tantôt, probablement que vous vous êtes déjà retrouvé en situation de pouvoir aller chez votre médecin. Si vous m'entendez, j'ai un petit rhume aujourd'hui, je travaille quand même, alors c'est de chez moi, vous allez me dire. Mais j'aurais pu aller chez mon médecin, si j'étais salarié, probablement qu'il m'aurait donné 2 jours. Ça, en fait, ça veut dire que le choix que je pose, c'est le choix de la facilité, tout simplement le choix de l'absence. Alors que j'aurais pu travailler, regardez, je peux le faire. Donc il y a des symptômes, et on sait qu'il y a des gris clairs, des gris moyens et des gris foncés, mais en fait, le travailleur fait le choix de plutôt aller chez son médecin que d'aller au boulot. C'est la grande majorité des cas, et c'est donc sur ceux-là qu'on va devoir travailler un maximum. Bonne nouvelle, on ne passe pas de blanc à noir. On passe de blanc à gris clair, gris foncé, gris moyen, gris foncé, et puis on devient noir. Ça veut dire qu'en fait, quand je disais tout à l'heure qu'il est urgent d'agir, si on laisse passer les gens d'une catégorie à l'autre, ça veut dire qu'on croit que c'est permis. Et aujourd'hui, si vous entendez les choses dans les entreprises, les gens disent oui, mais lui, de toute façon, il ne se passe rien. Sur la dernière année, il a été 100 jours absent, on sait tous qu'il n'a rien, mais en fait, il n'y a personne qui fait rien. Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas commencer? J'ai ma fille à garder à la maison, je vais aussi demander un certificat à mon médecin. C'est quand même un truc de dingue, hein. Aujourd'hui, quand vous demandez à certaines populations, est-ce que tu trouves normal d'être couvert par un certificat médical alors que c'est pas toi qui es malade, mais c'est ta fille, la réponse est oui, c'est quand même normal. Non, c'est juste pas normal. Ce n'est pas normal, pour ça il existe des congés de circonstances, il existe une panoplie, ça dépend des entreprises, de situations possibles pour s'occuper de ses proches, mais en tout cas, tu n'es pas malade, donc normalement tu n'es pas couvert par un certificat médical. Et la légitimité de ce truc-là, il faudra quand même que je la questionne. 4 types d'absentéisme, j'espère qu'ils sont bien notés pour vous. Ce qu'on sait aussi dans la gestion positive de l'absentéisme, c'est que ça ne sert à rien d'être dans les actions très contrôlantes. Alors, je vous donne un exemple très simple. Vous envoyez le médecin contrôle à quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans dans votre entreprise, qui n'a jamais été absent et qui tout à coup se fait vraiment une rhinopharyngite, pneumonie, carabinée, il est coincé au lit et il ne sait plus bouger. Et le lendemain matin, vous lui envoyez le médecin contrôle? Vous imaginez l'impact que ça fait sur lui? Donc en fait, tu es en train de mettre en doute le fait que je sois vraiment malade? Moi je suis désolé quoi. Je me suis donné corps et âme pendant 20 ans, j'ai jamais été absent, et à mon premier jour d'absence, c'est le cadeau que tu me fais? Moi franchement la confiance elle est rompue. Hein. Et en fait on pourrait se dire que certaines pratiques contrôlantes sont plutôt démobilisantes ou démotivantes que le contraire. Donc faisons très très attention à l'utilisation parcimonieuse de ces contrôles médicaux. Et donc on ne va pas être dans une approche médicale, d'abord vous n'êtes pas médecin ni neuropsychologue, on va être dans l'approche comportementale et on va essayer d'influencer le choix de la personne. La personne qui a fait le choix de ne pas venir, mais plutôt d'aller chez son médecin, on va travailler sur l'approche comportementale et donc on va parler de son absence et des choses qu'on pourrait mettre ensemble en place pour qu'il y ait moins d'absence. Et on sait que c'est ce qui marche le mieux, les actions peu contrôlantes et très impliquantes à tous les stades de l'absence. Et qu'est-ce que j'entends par tous les stades de l'absence? Depuis le moment où je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ça pourrait se terminer par de l'absence, c'est déjà un moment très important. Hein. Vous voyez les gens qui s'isolent, vous voyez les gens qui sont en conflit avec leurs collègues, vous voyez les gens qui parlent moins qu'avant, vous voyez les gens qui sont plus souvent en retard. Ça, c'est tous des signes d'absentisme qui vont arriver, on le sait. Premier stade de l'absence, ça va être détecté. La deuxième chose, c'est qu'un beau jour, il est absent, il va vous téléphoner ou il va vous contacter pour vous dire qu'il est absent.
Ben, ce moment privilégié, là, on va aussi essayer de l'utiliser pour parler avec la personne et essayer de l'impliquer. Et puis, il y aura le moment de sa reprise. Et comment est-ce qu'on va faire lors de sa reprise? Ben, on va parler avec lui du lien qu'il y a entre son absence et le travail, et on va chercher des solutions ensemble, et jusqu'à tard, même s'il faut qu'on le fasse très souvent, ben, je verrai la personne jusqu'au moment où elle comprendra que ça devient trop et que c'est juste ingérable pour moi parce que l'impact de son absence sur les collègues, sur le travail et sur notre relation de confiance devient trop important et moi, à un certain moment, je ne peux plus continuer comme ça. Alors les conséquences, bah, vous les connaissez certainement, vous les vivez au quotidien, vous vous dites oh, il est encore là, si vous êtes manager, c'est moi qui dois veiller à son remplacement, je dois contacter X, Y, Z, qui me dira bah ouais mais non, je viens déjà de terminer ma pause, tu me demandes de recommencer une autre, j'ai pas eu mon temps de repos nécessaire, enfin je passe les détails, mais en fait les conséquences souvent c'est malheureusement les managers qui les assument. C'est quand même bizarre ça. Donc vous n'êtes en rien responsable de l'absence de quelqu'un, mais en fait les conséquences c'est pour vous. Moi je suis pas d'accord avec ça. Ou les conséquences, bah, c'est pour l'entreprise. Moi je suis pas d'accord avec ça. Il faut qu'on partage les conséquences de l'absentisme. Et je rappelle surtout pour les gris et les noirs. Sur le blanc, c'est bien normal que j'accepte et que je montre tout simplement mon empathie et ma reconnaissance. Quels sont les impacts pour l'entreprise? Bah, d'abord une terrible augmentation des coûts salariaux. Oui, en fait, pendant les premiers temps, les gens sont continués à être payés. Et attention, même quand ils sont sur la mutuelle, hein, c'est un coût malheureusement pour l'entreprise, pour la société dans sa totalité. Bah, dégradation du climat social, quoi. Franchement, est-ce que c'est gai d'avoir 10%, 8% d'absentéisme dans son entreprise? Ça veut dire quelque chose sur ce qui se passe en fait. Baisse de productivité, attention à l'augmentation du risque d'accident, parce que je vous ai dit, on ramène quelqu'un qui n'a peut-être pas eu son temps de repos nécessaire, ou bien qui n'a pas l'habitude de faire cette fonction-là, et on le met dans des situations où on pourrait se dire, bah tiens, bah, tu vas remplacer un tel, mais t'es nouveau, tu sais pas encore comment ça marche, ou bien c'est un truc que tu fais pas souvent, augmentation du risque d'accident. L'altération de l'image de l'entreprise. Imaginez que vous soyez employé et qu'il y a des mails qui traînent depuis des jours et que, en fait, malheureusement, il n'y a personne qui les traite. Ben, on va se demander ce qui se passe dans cette entreprise et c'est pas la personne elle-même qui va être affectée, c'est l'image globale de l'entreprise qui n'est pas sérieuse qui va se répandre. On en a parlé tantôt, hein, il y a plus de gens qui ne sont jamais absents qu'avant. C'est une bonne chose, mais aujourd'hui, leur bien-être est impacté en fait. Et leur niveau de stress, leur niveau de fatigue, eux, continuent à progresser. Ils vont de pair d'ailleurs avec l'augmentation de l'absentéisme de leurs collègues. Ben ça, je trouve ça juste pas juste, quoi. C'est pas normal que si moi, à un certain moment, je limite mon absentéisme au maximum, je sois en même temps victime de l'absentéisme des autres. Je trouve pas ça très fair-play. Bah, le retard dans l'émission, on comprend évidemment ce que ça veut dire, l'augmentation de la pression ressentie, et puis ça peut mener jusqu'à des conflits entre les personnes dans les équipes, entre ceux qui sont jamais absents et puis ceux qui le sont souvent, voire très souvent. L'impact pour les collaborateurs aussi. Ben, premier risque quand même, le risque de perte d'emploi. Alors on me dit souvent, ben, on peut quand même pas virer quelqu'un pour absentéisme. Non, pas pour absentéisme, mais pour des organisations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et je voudrais que les personnes comprennent, entendent, voient, réalisent que si on continue vers l'absentéisme noir, oui, le risque de perte d'emploi est bel et bien réel. J'étais tout à l'heure dans une entreprise qui me dit, bah ouais, on n'est pas encore allé jusque-là. Ben, ça veut dire qu'en fait, c'est possible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être absent noir dans l'entreprise et qu'il ne se passe rien de grave. Ben, moi, je vous demande tout simplement de mettre une politique d'alignement en place qui fait que non, je ne peux pas durablement être un absent noir de longue durée. Ça va pas. Je pourrais très très bien être un absent blanc de longue durée. Aucun problème avec ça. Mais donc, on va devoir identifier les différents types d'absentéisme. Impact pour la collaborateur sur la perte de son salaire, la baisse de motivation, on l'a vu, l'augmentation du stress pour ceux qui restent là, évidemment, la dégradation de la santé physique et mentale globalement, une perte de confiance globale dans l'entreprise. Hein. Quand à un certain moment j'ai des doutes sur la qualité de ton absentéisme, bah, probablement que ça met notre confiance en difficulté et ça pourrait me conduire, moi manager, à me désengager, toi-même d'ailleurs à un certain moment à te laisser de côté, donc à te pousser vers le désengagement. Et puis la peur d'être stigmatisé, peur de perdre son emploi, peur, ce qui est pour moi scandaleux si c'est de l'absentéisme blanc. Hein. Je suis désolé. Si aujourd'hui on a une couverture sociale en Belgique et qu'on peut être malade et couvert par un certificat médical, je ne dois pas avoir peur d'être malade.
Pour moi, ce serait scandaleux. Mais je devrais sentir que il est temps d'avoir peur d'être absent. Il est donc important et urgent d'agir. Urgent de s'y mettre tout de suite pour ne pas que les gens passent du blanc au gris, du gris au noir. Ça me semble vraiment important. Urgent de montrer qu'on fait quelque chose par rapport à l'absentisme et qu'on réfléchit à améliorer un maximum les conditions de travail pour qu'il y ait de moins en moins d'absentéisme dans l'entreprise. On va jeter un petit coup d'œil ensemble sur les leviers d'action qui donnent du résultat. Et ces leviers d'action-là, c'est pas de la théorie. C'est des choses que nous, on met en pratique au quotidien et qu'on constate qui fonctionnent. La première chose, est la relation managériale. On sait que dans les facteurs psychosociaux relationnels, 85% des gens disent « si je suis absent, c'est à cause de ma relation managériale ou de la relation avec mes collègues ». Alors certains me diront « oui, on va encore mettre ça en plus sur le dos des managers alors qu'ils ont déjà ça à gérer, maintenant on va mettre l'absence en plus ». Mais entendons-nous bien, si demain c'est RH qui fait la gestion de l'absentéisme, est-ce que vous croyez que si moi demain, qui était absent, on m'invite à RH, je vais être totalement en franchise, en sécurité, quand je vais aller à un rendez-vous chez RH? Ben non, moi quand je vais chez RH, je m'inquiète déjà, je me demande si je suis viré ou pas. Et donc fondamentalement, pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit le manager de proximité, le plus proche des gens, avec qui on est très souvent au quotidien, avec qui on va pouvoir parler de cette qualité de relation managériale. Qualité de communication, leadership bienveillant, le renforcement de l'engagement du manager et du manager, des accords qui soient des accords plutôt équilibrés entre nous. Et puis la délégation et l'autonomisation, on sait que le micromanagement ou le management directif, c'est à peu près mort, j'espère d'ailleurs, parce que franchement, quel dégât ça peut faire en 2025. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voir comment on fait pour équiper nos managers pour qu'ils soient capables de gérer aussi l'absentéisme. À toutes fins utiles, sachez qu'au-delà de nos webinaires, nous, on a des formations en e-learning. Vous pouvez d'ailleurs jeter un petit coup d'œil sur notre site. On a un module qui est très bien fait sur la gestion de l'absentéisme, qui est très outillant pour les managers. Mais on donne aussi des formations en présentiel. On accompagne des entreprises sur la longue durée pour obtenir un résultat, tout simplement en termes de gestion de l'absentéisme. Et c'est en formant les managers qu'on y arrive. C'est en les aidant, en les outillant pour qu'à un certain moment, ils n'aient plus peur de parler d'absence et qu'à un certain moment, on puisse obtenir tout simplement un bon win-win entre ce que le collaborateur est prêt à mettre dans la balance et ce que l'entreprise met dans la balance pour limiter ses absences. Relation managériale. Deuxième élément, la culture du bien-être. Et dans les entreprises, de plus en plus, les gens sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que les conditions de travail, entendues au sens large, soient les meilleures possibles. Je vous fais une petite parenthèse par rapport à ça. J'étais en discussion l'autre jour avec un directeur d'entreprise et on parlait de la culture du bien-être, des conditions, la confiance, le fait que ça puisse être plutôt amusant au travail. Et il avait compris qu'il fallait mettre, personne n'a dit ça, mais il avait compris qu'il fallait mettre un football de table, un kicker dans le réfectoire. Et quelques temps après, il me dit « Ah, c'est super, Olivier, j'ai écouté ce que tu as dit pour la culture du bien-être, j'ai mis un kicker dans le réfectoire. » J'ai dit « Écoute, moi, j'ai jamais dit ça, je sais pas d'où ça vient, mais je l'avais déjà vu dans une autre entreprise. » J'ai dit « Est-ce que tes collaborateurs avaient demandé un kicker? Est-ce qu'ils trouvaient ça important? » Ben non, qu'il me dit. Je dis, mais pourquoi à un certain moment tu fais le bien-être des gens contre leur gré? Moi, attendons que la demande vienne, demandons-leur ce qui est important pour eux, et apportons ce qu'on peut apporter. Mais d'initiative, amener un truc que les gens n'ont pas demandé dans l'entreprise, pour moi, c'est voué à l'échec, quoi. Et la culture du bien-être, c'est pas en faire des sales gosses obèses toute la journée en leur donnant des trucs avant qu'ils l'aient demandé. Non, pour moi, fondamentalement, c'est réfléchir ensemble à comment on peut adapter nos conditions de travail pour qu'elles soient les plus confortables pour tous. Et j'insiste pour tous, pas que pour le collaborateur, pour le manager aussi, parce que le bien-être du manager et le bien-être du collaborateur, ils ont la même valeur. Ça me semble vraiment important. Est-ce qu'on met une cellule bien-être dans l'entreprise en place? Est-ce qu'on a des réflexions avec nos organisations syndicales, avec les managers, avec les associations de collaborateurs, comme vous voulez? Mais en tout cas, on devrait se poser la question de comment on fait pour augmenter le bien-être dans l'entreprise et comment on le mesure. Petite chose donc importante. Bien, maintenant, ça va être à vous de passer à l'action. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Moi, ça me semble quand même important de vous aiguiller sur
Tiens, ça va être quoi votre action pour diminuer l'absentéisme dans votre entreprise? Ben, la première chose, ça va être de mesurer. Je suis étonné qu'il y a tellement de managers qui ne savent pas quel est le niveau d'absentéisme dans leur équipe. Donc ils disent, bon non, moi ça va, je pense que c'est pas trop. Et quand vous demandez à RH où est-ce qu'on en est, il dit oui, dans cette équipe-là, il y en a beaucoup. Et c'est parfois d'ailleurs difficile de jauger est-ce que j'ai beaucoup d'absentéisme ou pas beaucoup d'absentéisme. Parce que, en fait, ça pourrait être impacté par quelqu'un qui est absent de longue durée, donc qui n'est jamais là et qui fait monter terriblement le taux d'absentéisme. Ou bien une absence répétée de courte durée qui effectivement passe un peu à la trappe parce qu'on s'organise, on trouve des remplacements et tout ça, mais qui, quand on les met bout à bout, font un impact très important. Il faudra donc une mesure objective de cet absentéisme et essayer de la comprendre, cette mesure, en l'analysant plus en détail. Qui, quand, comment, avec quelle récurrence. Tiens, c'est bizarre. Au moment des vacances, par exemple, lui, il est toujours une semaine avant, il est absent. Donc ça veut dire qu'en fait, il prolonge ses vacances, quoi. Il prend une semaine de plus, avant ou après. Et donc, on va essayer de fine-tuner, de bien, bien vérifier. Et ces chiffres-là, ils existent dans votre service RH. Demandez tout simplement qu'on vous les fournisse régulièrement. Parce que c'est avec ça que je vais pouvoir le faire. Petit bémol, attention aux chiffres. On connaît tous, à un certain moment, un indicateur dont je tairai le nom qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui. Je vous rappelle que la multiplicité de la fréquence fois le nombre de jours fois la fréquence au carré, c'est plus utilisable aujourd'hui dans vos calculs. Deuxième élément, on va mettre une stratégie en place. Une vraie stratégie globale pour l'entreprise à laquelle on aura pensé tous ensemble. Une stratégie dans laquelle on va forcer les managers à constater. Constater d'abord, avant qu'ils ne soient absents, les malaises qu'il pourrait y avoir. Tout à l'heure, j'ai été avec un plant manager dans une entreprise et quand il fait le tour de ses superviseurs, c'est très chouette, il les rencontre et il demande, tiens, comment ça se passe, la production? Et les gens racontent la chose très très bien. Et on oublie à un moment de demander, tiens, et vous, comment vous allez? Ben, en fait, le constat, ce sera aussi une question très perso, c'est-à-dire comment vous allez. Cette question-là, au-delà de simplement le icebreaker, comment ça va, et tout le monde me répond ça va. Non, non, comment vous allez vraiment? Parce que, en fait, avant que les gens ne soient absents, il y a un tas de signes avant-coureurs qu'on ne peut pas louper et qui me permettront probablement d'éviter l'absentisme si je le traite avant. Bon, imaginons que je ne l'ai pas vu, imaginons que je ne l'ai pas traité, comme dans la majorité des cas, je constate un jour que la personne est absente. Voilà. Je vais donc devoir faire quoi? Avoir des entretiens, en parler avec la personne, mettre des choses en place avec des plans d'action et suivre ce plan d'action, et ceux qui sont malades de longue durée, les réintégrer dans de bonnes conditions, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il est possible, et l'État fédéral nous pousse, les gens qui sont absents de longue durée à montrer qu'ils ont fait la démarche de pouvoir se réintégrer, et aux entreprises de prouver qu'ils ont fait quelque chose pour réintégrer les gens qui sont absents de longue durée. 3. Lors de ces entretiens que je vous demande de mener, il va falloir avoir une attitude appropriée. Petit bémol, petite parenthèse encore, si vous voulez des outils très 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 concrets, comment on fait pour mener un entretien correctement, je vous rappelle, je vous renvoie vers les formations en ligne ou bien en présentiel. Comment est-ce qu'on fait pour adopter une attitude appropriée? D'abord, je vais être présent, je vais être authentique, je ne vais pas faire semblant je dirais, écoute, je suis dérangé par tes absences régulières. Ça sert à rien de commencer à faire tourner autour du pot en disant est-ce que tu ne penses pas que tu devrais faire un petit effort parce que est-ce que tu ne te rends pas compte que non, je vous rappelle en communication le chemin le plus court entre deux points, entre A et B, c'est la ligne droite. Et donc sans être agressif, on peut très très bien être très assertif. On va devoir ouvrir la discussion avec de la franchise et avoir le courage d'ouvrir cette discussion, de dire à la personne tiens, il faut qu'on s'en parle, quoi, et pas faire semblant. Pour moi, ça me semble important qu'on mette les choses sur la table, qu'on en discute réellement. Il va falloir, au-delà d'avoir abordé le sujet, montrer de l'intérêt pour la personne, parce qu'en fait, il y a des causes, il y a des raisons pour lesquelles elle est absente. En tout cas, dans le cas de l'absentéisme gris et noir, on sait que les causes pour lesquelles elle est absente dans l'absentéisme blanc, c'est qu'elle est juste malade, et donc ça, ok, rien à dire là-dessus. Tous les autres, il y a des causes qui sont autres que la maladie, qu'il va falloir aller décoder, traiter, analyser, et surtout chercher des solutions ensemble. On va devoir d'ailleurs personnaliser et adapter notre réponse. Parce que ne faut pas croire qu'en fait les gens ont besoin tous de la même chose. Certains ont besoin d'attention, d'autres ont besoin de reconnaissance, d'autres ont besoin d'écoute, d'autres ont besoin de temps personnel, d'autres ont besoin de... Et vous ne savez peut-être pas donner tout d'ailleurs.
C'est pas parce que quelqu'un vous demande quelque chose que vous serez capable de lui donner. Si demain un de vos collaborateurs vous demande une nouvelle voiture et qui n'est pas dans le régime car policy, la réponse sera non. Et c'est pas pour ça qu'il doit être absent, quoi. Hein. Ça me semble quand même évident, ça. Mais il va falloir alors voir ce qu'on peut donner d'autre. Attention, il faudra investir du temps dans la relation. Et souvent, j'entends, oui, mais moi, j'ai pas le temps de manager. Si vous n'avez pas le temps de manager, c'est que vous n'êtes pas manager. Je suis désolé de vous le dire aussi platement que ça. Mais moi qui suis un collaborateur, je peux pas entendre, c'est inaudible d'entendre de la part de mon manager qu'il n'a pas le temps. Comment voulez-vous que je traduise ça? À part par le fait que il n'en a rien à cirer de moi, en fait. Que je ne l'intéresse pas. Et que donc il préfère encore que je sois absent ou que présent, parce que pour lui ça ne change rien. Moi, c'est des choses qui continuent à me choquer. Et dernière chose que vous voyez, je vais arrêter de faire l'autruche, de me faire semblant que je n'ai pas vu, pas entendu et que je n'ai rien dit. Non, je vais tout écouter, je vais tout dire et je vais tout regarder parce que c'est ce qui fera à un certain moment que mon attitude est appropriée. Quatrième élément, dans les parcours de réintégration, je vais essayer de comprendre les besoins de la personne. Je ne saurais pas répondre à tout, je vous le rappelle encore. S'il me dit, moi je veux un bureau tout seul pour reprendre parce que l'open space c'est pas possible et que c'est pas dans la politique de l'entreprise, ne lui donnez pas un bureau tout seul, qu'est-ce que vous voulez que je dise moi? Si ce n'est pas possible. Et soyez clair là-dessus. Ça je ne saurais pas te donner, qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Au départ de ça, on va fixer des objectifs. Des objectifs de durabilité. L'objectif quand on réintègre quelqu'un, c'est pas qu'à un moment, 2 jours après, il soit de nouveau absent. Hein, c'est qu'on le fasse sur le long terme, des objectifs à long terme. Que sa présence soit la plus durable possible. Je vais devoir montrer mon soutien à la personne et à ce plan d'action et aux objectifs qu'on a définis ensemble, et donc je vais devoir assurer le suivi. En parler régulièrement et pas considérer que, on s'est vu une fois, salut end de cost, c'est super, on s'est mis d'accord, et puis rien. Non, on sait que ça fonctionne pas, on sait que les gens ils ont besoin qu'on en reparle, qu'on repose des questions, qu'on se remette autour de la table pour voir ce qu'on a fait, pas fait, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Le préalable à la réussite d'une politique positive de gestion de l'absentéisme dans votre entreprise. Ça me semble quand même quelque chose d'extrêmement important à avoir en tête, si vous ne voulez pas vous casser la figure. C'est un préalable à l'action. C'est qu'il va falloir un alignement de l'ensemble des forces vives de l'entreprise. Les syndicats, la direction, les contremaîtres, les managers de proximité, les ouvriers, les employés. Il faut qu'on soit tous alignés, chacun dans son rôle, pour décider ensemble ce qu'on va mettre en place comme politique de gestion de l'absentéisme. Et j'entendais tout à l'heure un leader de terrain, donc un chef d'équipe, je lui demandais, tiens, et toi, qu'est-ce que tu ferais face à l'absentéisme? Pour moi, qui dit, je ferai une remarque, en tout cas dans l'absentéisme qui commence à être très très problématique, je ferai une première remarque, puis une deuxième, puis une troisième, et au-delà de troisième, je dirais, écoute, je vais être obligé de te sanctionner. En fait, on n'avait pas encore parlé de ça, et lui, il avait déjà une idée. Il faudrait qu'on se mette d'accord si c'est ça la politique qu'on a envie de mener, et donc que tout le monde tienne exactement la même ligne, parce que sinon il y aura plein de trous dans la raquette, et donc il y aura des bons chefs et des pas bons chefs, et moi ça me semble important qu'en termes d'absentéisme, il y ait une ligne, la ligne continue, qui soit la même pour tout le monde, parce que sinon ça crée des grosses différences au sein de l'entreprise. Deuxième élément, de l'enthousiasme, quoi. Oui, c'est possible de faire quelque chose et je suis certain que vous pouvez y arriver. Donc, allons-y, de la dynamique, de l'enthousiasme, on met les choses en place. C'est pas quelque chose pour embêter les gens, c'est quelque chose qui va traiter positivement les difficultés et amener des solutions pour que tout le monde soit le plus heureux possible au travail. On peut quand même pas dire que c'est quelque chose de négatif comme intention. Notre boîte, elle s'appelle Happiness Consult. Nous, on a envie que les gens soient heureux au travail. Et pour moi, le boulot, c'est quelque chose de positif. C'est pas une contrainte. C'est quelque chose dans lequel j'ai envie de m'épanouir. Et enfin, établissons des partenariats avec, par exemple, les partenaires sociaux, des partenariats avec le comité de direction, des partenariats avec RH, pour qu'à tous les étages de la pyramide, on ait probablement notre rayon d'action au service de la même envie, du même objectif. En termes d'outils, vous avez besoin d'être outillé, évidemment. Je vous rappelle qu'un webinaire, c'est pas nécessairement là la première chose pour vous outiller. Il y a d'autres endroits pour le faire, les webinaires payants, les formations en ligne et les formations en présentiel, mais je vous donne quand même quelques-uns. L'attitude, on en a parlé, mais il va falloir avoir une attitude extra. On aborde dans ces formations-là la question du cadre. Oui, c'est déterminant. Sans cadre, comment voulez-vous qu'à un certain moment ce soit clair?
Si on n'a pas déterminé ce que c'était l'absentéisme blanc, gris, noir dans notre entreprise, est-ce qu'on laissait passer et pas passer, ça va être compliqué. Si on n'a pas déterminé la manière dont on va se parler, la manière dont on fonctionne dans notre entreprise, alors ça va bugger. La question de l'implication de chacun, et vous avez vu, il y a deux flèches là-dedans. Qu'est-ce que le collaborateur va faire? Qu'est-ce que le responsable va faire? La manière de questionner les gens. Comment est-ce qu'on fait pour leur poser des questions sans être intrusif? Comment est-ce qu'on fait pour poser les bonnes questions sans être hors la loi? Je ne peux pas dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as comme maladie? C'est interdit. Donc il va falloir que je le fasse autrement. C'est des outils qu'on donne en formation. La question de la responsabilité et la petite phrase de 50-50, là c'est donc si moi je, toi tu. Si moi je fais ça, toi tu vas être moins absent alors. Oui, puisque c'est ce que tu viens de me demander. Si c'est pas le cas, je ne te le donne pas. À quoi ça servirait que moi je m'évertue à essayer de trouver des solutions pour que tu sois moins absent si ça n'a pas d'impact sur ton absentéisme? Alors autant rien faire, continuons comme avant. La boucle d'or qui est une manière à un certain moment de mettre les gens face à leurs responsabilités. Et une dernière, la validation. Validons. Tous ceux qui ont déjà suivi nos webinaires précédents savent que la validation, c'est THE outil qui me permet à un certain moment d'engager les gens, c'est-à-dire que je vérifie qu'ils sont d'accord avec ça. Et s'ils ne sont pas d'accord, il faudra qu'on trouve alors encore d'autres solutions ensemble. Et ce n'est pas à vous à les apporter, c'est ensemble avec le collaborateur qu'on cherche des solutions. En tout cas, toutes ces rencontres, toutes tous ces moments de discussion, tous ces entretiens qu'on va mener, ils doivent tous se terminer par un plan d'action. Sinon, en fait, c'est comme si on avait été chez le psy. Et vous, ça va? Oui, ça va. Et avec madame, ça va? Oui, ça va. Et en fait, on termine avec quoi? Je ne sais pas ce que je dois faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait un plan d'action qui soit très équilibré et qu'on sache en sortant ce à quoi chacun est engagé entre collaborateurs et managers. Nous sommes au bout de ce webinaire à propos de la gestion positive de l'absentéisme. Moi, je vous demande vraiment votre évaluation de ce webinaire et vous pouvez le faire via le QR code de gauche. Et si je peux vous demander une petite chose complémentaire, ce qui m'intéresserait, c'est que vous me donniez votre témoignage. Qu'est-ce que vous y avez appris? Qu'est-ce que ça vous a donné? Qu'est-ce que vous mettez en place aussi dans votre entreprise et éventuellement vos succès ou vos échecs? Parce que c'est dans l'interaction probablement qu'on a le plus de chances d'obtenir des résultats et c'est en se nourrissant des expériences des autres qu'à un certain moment, on devient plus fort. Je voulais vraiment vous remercier. Vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et vous êtes de plus en plus nombreux, je vous dirais même très nombreux à nous suivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez le voir en replay. N'hésitez pas à envoyer les liens vers vos collègues, vers vos amis. Parce que la gestion positive de l'absentéisme, c'est quelque chose qui est très très impactant dans les entreprises aujourd'hui. Et je suis sûr que ce webinaire-ci va avoir un succès tout particulier. Je vous remercie pour votre attention, votre fidélité, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous retrouve très très prochainement dans un autre webinaire qui aura certainement le don d'exciter vos papilles. Je vous souhaite une bonne fin de journée.